Petit et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. 12 juillet 1998. Stade de France, 92e minute. Sur un corner brésilien intercepté, Christophe Dugarry mène une dernière contre-attaque qu'Emmanuel Petit transforme en but. C'est terminé, la France est championne du monde. Bonjour et bienvenue dans cette 15e série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel, de France 98 à Nesna 2010, nous vivons la désillusion du mythe Black Blamper. C'est le plus gros projet de Géosporétique et qui dit épisode spécial, dit invité exceptionnel. Bonjour monsieur Robert Pires. Bonjour Alexis. Un grand merci d'avoir accepté d'être venu au micro de Géosporétique. Comment ça va déjà ? Je vais très bien. Je te remercie. Beaucoup de voyages, beaucoup de matchs en ce moment, mais tout va bien et surtout, comme jamais, je ne vais pas me plaindre. Et toi, tu vas bien ? Super, en forme et très content d'avoir un invité. Pour commencer notre histoire, il faut remonter juste avant 1998. Et donc, on va poser juste un petit contexte. Alors, il faut savoir qu'en 97, on a vécu un petit séisme politique avec Jacques Chirac, qui a un peu loupé sa dissolution de l'Assemblée nationale. Et il se retrouvait en cohabitation avec le Lionel Jospin, gouvernement de gauche, avec un président de droite. Donc c'est un peu le reflet d'une société qui se remet petit à petit de la fin de la guerre froide, qui est encore un peu sous tension, qui se cherche. Et au milieu de tout ça, il y a un événement, à savoir la Coupe du Monde. Et dans la liste d'Aimé Jacquet, il y a un joueur de Metz. Et donc aujourd'hui, être un international français qui participe à la Coupe du Monde, on devient instantanément, qu'on le veuille ou non, une personnalité publique dont le poids des mots, dont les mots comptent. On l'a vu rien que l'été dernier à l'Euro. C'était déjà le cas avant, je dis bien avant 98. Est-ce que vous aviez déjà ce statut ? Non, pour être honnête avec toi, c'est qu'il y a eu, on le dit souvent, il y a eu un avant et après France 98. Alors disons que avant, en fait, il se passait rien ou il s'était rien passé. On était juste entre guillemets des joueurs de foot, des joueurs ou des gens qui courent ou qui ne savent que courir derrière un ballon, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer. Entre guillemets des gens ou des joueurs un peu bêtes. C'est un peu l'étiquette que l'on avait sur le dos. Et puis il y a eu cette victoire et tu l'as dit, c'est que ça a changé le regard vis-à-vis de nous. On est rentré dans une autre galaxie et puis les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus à nous. Mais c'est vrai que le poids des mots avant 98 n'avait pas trop d'importance. Par contre, après, oui, ça l'a été, et c'est vrai qu'il fallait faire vraiment attention à ce que tu devais dire, à ce que tu devais faire. C'était un peu, c'était un peu calculé, parce que tu l'as dit, c'est que parfois la politique ou les hommes politiques prenaient le dessus et s'accaparaient du football, et ça l'est encore aujourd'hui et de plus en plus. Mais c'est vrai que à ce moment-là, quand t'es on va dire en 96 où tu prépares la Coupe du Monde. On est regardé différemment de ce que l'on est aujourd'hui. Bah oui, tu fais bien de l'évoquer. C'est-à-dire que c'est vrai que l'équipe de France n'avait jamais eu une vraie étiquette, à part en 96 où il y a un certain homme politique qui s'est démarqué, à savoir Jean-Marie Le Pen du Front National. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a entendu un homme politique commenter la composition de l'équipe de France. Il avait déclaré, je cite, ce sont des étrangers qui ne sont pas français. Ces remarques, vous les entendiez, vous en parliez entre vous avant 98 ? On en a pris conscience et parce que après, quoi qu'il arrive, les gens ne savent pas, mais on s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de nous. J'imagine. Alors, bien évidemment, la politique, c'est un autre domaine, c'est compliqué, je te l'avoue. Et donc, on n'essaye pas trop de s'initier, mais c'est vrai que quand t'as un monsieur comme Jean-Marie Le Pen qui dit ça. Déjà, j'ai envie de lui dire, on avait envie de lui dire qu'il avait tort, parce que, alors bien évidemment, il y avait beaucoup de fils d'immigrés, mais la personne en elle-même, que ce soit moi ou les autres, on est français parce qu'on est né en France, on a un passeport français, on a reçu toute notre éducation sur le territoire français, la formation en ce qui concerne le football, on l'a reçue en France, donc on était visés, mais
ça a été un petit peu comme à ce moment-là, que ce soit lui, Monsieur Jean-Marie Le Pen, ou les journalistes, en fait, on a essayé de nous déstabiliser. On n'a pas trop cru en nous. Il l'a dit, ouais, c'est pas une équipe de Français, il y a que des fils d'immigrés. Mais bon, la force de la France, c'est justement ce mélange. Exactement. Et c'est ce qui fait notre force. Il y avait déjà cette envie de vouloir un peu changer les mœurs. Vous vous disiez avant la Coupe du Monde, on va la gagner, et derrière, on va impacter la France. C'était pour vous inimaginable. Non, c'était inimaginable. Ce que l'on voulait, et si tu veux, l'objectif d'Aimé Jacquet et puis le nôtre, c'était juste de gagner et d'être champion du monde. Donc c'est pour ça que je reviens un peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un avant et un après 98. Mais disons que non. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est que à aucun moment on pensait pas qu'il y aurait un impact comme celui que l'on a pu créer, parce que c'était un vrai séisme. Tu l'as dit tout à l'heure en début du podcast, c'est que il y a eu cette phrase, et je sais pas qui l'a sortie, mais ce Black Blamber, il a fait fureur, et ça a été un très beau message par rapport justement à la France qu'il y avait en ce moment, par rapport justement le parti, le Front National, qui en a pris un coup, parce que quand tu sors une phrase comme celle-ci, tu t'attaques directement à eux. Et donc ça fait du bien, parce que on a vu une équipe de France, oui, mais on a vu un pays se rassembler, être unis, et puis surtout se mélanger. Et en fait, ça a été justement ça, ouais, notre vraie force de rassembler, mais aussi d'être fédérateur. Pour toi, il y a vraiment eu un avant-après concernant le poids politique, politico-social de l'équipe de France. Bah oui, parce que après on s'est aperçu que le football était important, que il pouvait être un mode un peu vecteur de ce que l'on allait dire ou de ce que l'on allait proposer. Donc quelques hommes politiques sont accaparés justement du football, du joueur que l'on pouvait être et que l'on pouvait représenter. Donc à ce moment-là, après le 12 juillet 98, le joueur français, comme par hasard, avec ce succès, est devenu à la mode. Mais justement, toi, parce que il y a eu un avant-après France 98, on l'a dit, le lendemain du 12 juillet, donc voilà, le 13, le 14, le 15, pour les journaux, tu vois que un homme politique de la gauche part de l'équipe de France. Puis le lendemain, un homme politique de la droite, même de l'extrême droite, qui essaye justement de mettre en avant le sentiment patriotique, même l'extrême gauche. Donc, tout le monde essaie de s'accaparer une partie de toi, une partie de l'équipe de France. Et toi, t'es au milieu de tout ça. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer? De nous exprimer sur ce domaine-là, pas du tout, parce que si tu veux, c'est pas le nôtre. Puis on est loin de ça. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun son travail. L'homme politique, il est là pour essayer de diriger avec son parti son pays du mieux possible. Mais c'est vrai que nous, on n'en parlait même pas, parce que c'était pas un sujet auquel on était, comment je vais dire, on était à l'aise. Et c'est vrai. Si à ce moment-là tu nous demandais de parler de politique, on savait pas ce qu'il fallait dire. C'est pas une question d'intelligence, mais bon, parce que ça nous intéressait pas, et parce que c'était pas à nous de le faire. Et c'est vrai qu'en devenant champion du monde, il y a des hommes politiques, tu l'as dit, ont commencé à s'intéresser à nous, ont commencé à nous mettre un peu au milieu, et puis ça l'a été de plus en plus, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le football parfois est au milieu ou est au cœur de la politique. Mais ça vous laisse le grand public, une partie du grand public vous a reproché justement, parce que après on va aller un peu plus loin, mais oui. Au début des années 2000, il y a Jean-Marie Le Pen qui va arriver au second tour. Le grand public a été déçu de pas voir des footballeurs, comme on a eu un tout petit peu 7 euros, ne pas s'exprimer. Et Oui, mais je comprends ce que tu veux dire et ce que les gens ont pu penser, mais à un moment donné, on est entre guillemets que joueur de foot. Donc après, bien évidemment, t'as toujours un avis, mais c'est toujours compliqué ou surtout délicat, et ça dépend la partie pour laquelle tu vas aller. De toute façon, nous on est habitués, parce que d'être critiqué, on l'a toujours été en permanence, que ce soit positivement ou négativement. Mais disons que
en tout cas, personnellement, moi, j'ai jamais voulu m'aventurer là-dessus. J'ai jamais voulu dire de quel parti je faisais partie, parce que ça, en fait, c'est un peu comme la religion, c'est que ça t'appartient. Et moi, j'essaye d'être le plus discret possible là-dessus, parce que je sais que dès que tu vas dire quelque chose, parce que on s'est aperçu que les années passaient, mais que les mots avaient son importance ou étaient lourds pour certains partis, parce qu'ils voulaient justement te prendre un peu dans leur filet, te dire voilà, regardez, lui il a dit ça, donc il est avec nous. De l'autre côté, tu vas aller contre quelqu'un, donc lui de nouveau il va t'attaquer. Donc ouais, c'était délicat pour nous. Hein. Ouais, mais c'est bien que t'en parles, parce que c'est vrai que finalement peu de footballeurs en ont parlé au grand public, et que tout le monde se rend compte que oui, vous entendez ça, que vous êtes conscient, mais effectivement c'est ta liberté et que c'est votre choix. Donc en ce point-là, c'est très bien que t'en parles, et c'est très sympa. Je t'en prie. Et d'ailleurs, durant cette période, un peu plus tôt, t'as dit que vous étiez seul un peu contre le reste du monde. Il y a quand même une personne qui vous a soutenu de A à Z, et ça on peut pas le reprocher, c'est Jacques Chirac. On va arriver sur le terrain Jacques Chirac, oui. Non, mais pas de souci. Monsieur Jacques Chirac, c'était le premier président à aller vous voir avant Clairefontaine. Il était omniprésent avec vous. Il a même eu le numéro symbolique 23, comme si c'était le 23e tricolore. Ouais. Comment toi tu le ressens? Je le ressens encore comme ça aujourd'hui. Tu vois, ça va faire 27 ans que l'on a été sacré champion du monde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, notre président de la République, c'était Jacques Chirac. Et que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est notre chef de l'État, et il faut le respecter. Et c'est vrai que c'est une personne hyper importante quand même. Donc si tu veux, nous on est un peu j'ai du mal à l'expliquer. Nous on est un peu hors sujet, quoi, parce que on est à Clairefontaine, on est dans notre château, on est des privilégiés, on gagne bien notre vie, donc tout va bien pour nous, tu vois. Et puis d'un coup t'as notre attaché de presse nous annonce attention, avant la Coupe du Monde, il y a notre chef de l'État qui va venir, et ça fait drôle. Et moi j'ai 24 ans, la seule fois où tu vois Jacques Chirac, c'est juste à la télé. Sauf que là, il va venir à Clairefontaine, il va te rendre visite et il va manger avec toi, quoi. Le truc, c'est fou. Le truc qui est fou, et c'est pour ça que le football est incroyable. C'est pour ça qu'il y a pas parfois il y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent ou alors ce que l'on vit. Donc t'as quand même Jacques Chirac qui se déplace. Il se déplace. C'est pas toi qui vas à l'Élysée à ce moment-là. C'est que lui vient à toi. Il veut participer entre guillemets à la fête. Et c'est vrai qu'il veut participer à ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on lui donne le numéro 23. Ouais, surtout qu'avant c'était pas. Aujourd'hui, on en a l'habitude. Oui, comme je oui, aujourd'hui. Jacques Chirac, c'était le premier président qui s'engageait, donc forcément, ça a dû faire quelque chose d'assez étrange pour vous. Bien sûr. Non, c'était incroyable, un moment incroyable. Ouais. Et parce que donc tout au long du mondial, les médias, certains hommes politiques aussi ont dénoncé ce duel un peu entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Est-ce que vous le ressentiez un petit peu qu'il y avait un petit duel entre les deux? Oui, après on l'a vu et on l'a senti, parce que les deux hommes avaient envie de s'attacher les services de l'équipe de France, ou des joueurs de l'équipe de France, ou les hommes d'Aimé Jacquet, ou bref comme on veut, mais c'est vrai que les deux ont senti un peu les choses positivement, parce que c'est quand même une Coupe du Monde que l'on reçoit, que l'on organise. Alors, bien sûr, merci beaucoup à Michel Platini, parce qu'il a œuvré pour que l'on ait cette compétition chez nous. Donc, voilà. Après, c'est compréhensible, parce que ce sont des hommes politiques, parce que ils savent pertinemment que d'organiser cette Coupe du Monde à domicile, en fait, c'est le monde entier qui va nous regarder. Bah oui, c'est la Coupe du Monde. Donc tout le monde a envie de regarder. Tout le monde va regarder son équipe. Et c'est pour ça que, après, ce sont des hommes intelligents. Et savaient très bien que c'était un moment important et un moment clé pour le futur de la France. Donc on avance dans le temps, hein. Derrière, formidable Euro 2000. Toi, t'as à Marseille, passeur décisif pour le but en or face à l'Italie. Ouais. C'est assez fou. Et donc voilà, toujours cette vague Black Bomber en France. Et début d'année 2001, voire fin d'année 2000, il y a cette idée d'organiser un match amical. Est-ce que tu vois duquel France-Algérie? Exactement, France-Algérie. Oui.
Donc c'est une volonté de la part du gouvernement Jospin Oui. et de la fédération qui est alors dirigée par Monsieur Simonet. Quand tu apprends le match qu'il y aura un France-Algérie, ça te fait ni chaud ni froid? Ah bah nous on est contents. Bah bien sûr. Mais il faut organiser des matchs comme celui-ci. Alors bien évidemment, on sait que politiquement c'est important pour ce qui se passe entre les deux pays, que ce soit la France et l'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens sur le territoire français, comme il y a beaucoup de Portugais, d'Espagnols ou d'Italiens. Donc, si ça avait été une autre rencontre qui avait été organisée, on aurait été aussi content. Là, c'est un France-Algérie et c'est top. Pour nous, il y a aucun problème. Au contraire, nous, si tu nous mets un match, on le joue et on va tout faire pour le gagner, quoi, tout simplement. Ouais, parce que bon, on va alors c'est un peu plus détaillé dans le podcast. Oui, bien sûr. Toutes les tensions qu'il y a entre la France et l'Algérie. Mais comme ça a été démontré par la suite, un mois avant le match, il y a un événement qui est aujourd'hui un symbole qui va un peu changer l'histoire contemporaine de notre monde, à savoir l'attentat du 11 septembre. Mm-hmm. Et tout de suite, il y a une pression politique vis-à-vis de ce match qui va être accrue à cause de tout ce que ça va engendrer, cet attentat, cette vague de stigmatisation et autres. On a un peu plus peur de l'autre. Ouais. Vous sentez un changement à ce moment-là? Bah, pour être honnête avec toi, non, on sent pas vraiment de changement parce que tu l'as dit, on est en 2001, il y a les attentats de New York, mais disons que nous, on reste un peu sur notre ligne de conduite, c'est-à-dire que on reste dans notre domaine. Après, ce duel-là, si on dit ce duel-là, c'est en termes de politique, les hommes vont les uns contre les autres et essayent de s'accaparer encore une fois de ce qui pourrait être bien ou bon pour leur parti. Mais nous, on reste sur notre ligne de conduite et surtout, c'est que nous, on veut que ce France-Algérie, il se passe bien et surtout il soit maintenu parce que bon bah. Ah oui, vous voulez qu'il soit maintenu. Okay. Bah nous, on est des sportifs. Alors bien sûr, les gens vont dire ouais, mais il fallait pas le jouer, il fallait l'annuler. Mais nous, on est là par rapport à ce que l'on sait faire et c'est quand même notre métier. Si les deux fédérations algériennes et françaises décident de le maintenir, nous en tant que sportifs et compétiteurs, on va y aller et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, on l'a joué. Et vous ressentiez quand même, il y a personne qui est venu vous mettre une quelconque pression politique, que ce soit de la fédération. Non, ça. Ah non, nous, vraiment. Non. Ah, honnêtement, non. On n'a pas reçu de coup de pression d'un parti politique en France, pardon. Non, parce que si y a un coup de pression à mettre, c'est surtout sur le président de la Fédération française de football. Ah bah. Nous, les joueurs, on est juste des acteurs. Nous, si on nous dit bon bah le match est annulé, bon bah dommage parce qu'on aurait aimé jouer contre les Algériens. Par contre, on nous dit non. Malgré ce qui se passe, malgré le contexte mondial, bon bah le match est maintenu. Ben nous on est contents parce qu'on va se préparer et puis on va tout faire pour battre les Algériens au Stade de France, tout simplement. Donc là on arrive à cette date fatidique du 6 octobre 2001. T'as l'échauffement, tu vois qu'il y a déjà des tout petits débordements, il y a des personnes qui essaient de rentrer sur le terrain. Ouais. Puis vient le moment. Alors Franck Leboeuf a dit plus tard, ce qui devait arriver arriva. Franck. Tu rentres. Tu te mets sur le terrain pour l'hymne. Et là, l'hymne est conspiré. Alors moi, honnêtement, on en parle très peu de ce match. J'en avais jamais entendu parler. J'ai regardé des archives. C'est vrai. Même à travers l'écran, ça fait quelque chose. Parce que c'est l'impression d'être même à l'extérieur. C'est assez fou. Comment tu es à l'extérieur. T'es pas en France. T'es pas à Paris. Oui, bien sûr. Ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Quand même. Ouais, t'es chez toi. Tu reçois bon l'Algérie ou un autre pays et peu importe, mais disons que quand tu as ton hymne qui est conspué comme ça, qui est hué, tu dis quand même qu'il y a un vrai souci quoi. Tu sens que le match va être long? Non, il va être long. Ah non, il va pas être long, non, mais bon, ça fait encore une fois, ça fait mal parce qu'on s'y attendait pas. Ah ouais, vous y attendez. Ah ouais. Ce que l'hymne soit sifflé comme ça? Ouais. Non, pas du tout. Parce qu'en vrai, avant. Non, on pensait pas, non. Quelques semaines, il y avait beaucoup de médias qui relayaient ça, qui disaient que ça allait déborder, etc. Oui, mais entre déborder et puis huer l'hymne chez toi, bon, c'est un peu différent. Alors après qu'il y ait des débordements, bon bah voilà, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Exactement. Parce que bon, il y a pas trop de match sur le terrain, vous dominez. Non, pas vraiment. Au retour des vestiaires, tu marques le 4e but, le but du 4-1. Oui.
Et bien, cette 75e minute, avec une dame, avec le drapeau algérien qui rentre sur la pelouse. Et après, c'est des centaines de personnes qui rentrent. Tu ne connais pas, tu ne sais pas qui sont ces personnes. T'as peur, toi, sur le terrain? Est-ce que tu te dis, à tout moment, ça peut déraper ou... Non, pas peur, honnêtement. Non, parce que ce qu'ils veulent, c'est peut-être revendiquer quelque chose. Je sais pas, il aurait peut-être fallu leur demander, mais on savait très bien qu'ils allaient pas nous faire du mal physiquement. Ils étaient là juste... parce que ils avaient, je sais même pas, ça a envie de se faire plaisir, déborder sur la pelouse. Encore une fois, je sais pas, montrer quelque chose, mais je sais pas si c'était la bonne attitude. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais personne ne le pense. Bon, après, ça a été, je sais même pas si c'était calculé, mais en tout cas, si c'est calculé, c'est un mauvais calcul. Mais non, honnêtement, moi, j'étais sur le terrain, je les ai vus arriver un par un. J'ai dit bon voilà, je crois que à mon avis ça sent pas bon pour aller jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais non, j'ai pas eu peur. Très honnêtement, non. Parce qu'on a cette image de Thuram qui lui est furieux, oui, furieux. Hein. Il dit on joue leur jeu, comme il a dit, en référence bien sûr au Front National et autres. Derrière, on a Monsieur Simonet qui prend le micro. Ensuite, on a la ministre des Sports, Madame Buffet, qui se fait encore huer. Et vous en parlez après le match, vous êtes vraiment déçus. Nous, on est déçus parce qu'on aurait aimé que ce match, il aille jusqu'au bout. Et puis, on s'attendait pas à ce que les supporters algériens viennent sur la pelouse et décident que l'arbitre dise voilà, le match est terminé. Après, ce qui est dommageable, c'est que t'as toujours un parti qui va prendre position et qui va, entre guillemets, va être content, quoi. Et qui va attaquer l'autre parti qui est au pouvoir. Ouais. Donc c'est la seule chose regrettable. Ouais. Et tu sens que votre image change à partir de ce match-là? Mais nous, on voulait pas être intouchable. C'était pas notre objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'était votre image. Oui. C'était les footballeurs dont. En fait, ce qui était fort avec France 98, c'est que tout le monde s'identifiait, de l'adolescent au retraité, du paysan au citadin, tout le monde. Et à partir de votre image, elle est cornée. Vous sentez un changement ou pas aux yeux du grand public? Honnêtement, moi, on ne le sent pas, qu'il y a ce changement et même encore une fois, on n'a pas voulu créer ça, quoi. Mais de toute façon, contre la presse, tu peux rien faire. Si la presse, elle va avec toi, le pays où les gens vont être avec toi. Et dès qu'on commence à t'attaquer un peu, ou la presse, si elle commence à t'attaquer un peu, oui, t'as des gens qui vont lire, qui vont peut-être s'identifier à ce qui est écrit, et puis qui vont dire mais finalement les joueurs de foot, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais je suis désolé, sur ce match-là, France-Algérie, je vois pas ce qu'on peut faire, à part les battre. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Mais après, le reste, je vois pas pourquoi on nous reproche quelque chose. Nous, l'image, elle a toujours été que ce soit que t'aies des origines, je sais pas, africaines, maghrébines, des Antilles, enfin, il y a aucun problème. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que il y a un vrai mélange et que le pays peut faire la même chose. Et c'est vrai que c'est un peu l'image que l'on a véhiculée pendant des années. Mais après qu'on nous reproche quelque chose, je vois pas pourquoi. Après, il y a eu la Coupe du Monde 2002. Toi, t'étais pas là. T'aurais dû être un titulaire sûrement indiscutable. Bien sûr, avec Arsenal. Merci Alexis. Ça c'est pas moi qui dis. En même temps, quand on sort des saisons comme ça avec Arsenal, ton niveau de jeu à ce moment-là était assez fou. Et surtout que t'avais un profil très atypique pour l'équipe de France. Mais donc, en 98, les politiques disaient être avec vous. Et donc, en fait, il y avait un peu cette question de, alors, est-ce que c'est des politiques qui sont plus décomplexés? Ou alors, est-ce qu'ils vous utilisent vraiment? Et au final, on se rend compte, ils nous ont un peu lâchés. Et même au final, la fédération, qui vous a un peu envoyé au casse-pipe, là, sur ce match, vous vous sentiez un peu abandonné par les classes politiques, par la presse, par même un peu la fédération, qui disait vous soutenir. De toute façon, les gens, c'est toujours la même chose. Hein. Les gens, la presse ou les politiques, ils surfent sur la bonne vague. Après le 2 juillet 98, c'était facile d'être avec nous, avec de ce que l'on pouvait dire, de ce que l'on pouvait représenter. Donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pendant des années, on était à la mode et tout le monde était avec nous. Sauf que il y a eu cette Coupe du Monde en 2002 qui s'est très mal passée.
Et c'est vrai que ça a été une vraie rupture entre nous et le reste de la France, quoi. Et c'est vrai qu'on a été lâchés, mais bon, c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu. Mais nous on le sait, on est préparé à ça. Même échec. Même parce que maintenant on est quelques années plus tard, même à ce moment-là, parce que c'est une toute première, on peut se dire, enfin les footballeurs peuvent se dire, on a peut-être changé vraiment un truc. Non, vous étiez quand même préparé, vous saviez que c'était temporaire, que ça allait un jour s'arrêter. Mais on savait que ça allait s'arrêter. C'est comme un rêve. À un moment donné, tu te réveilles et tu dis c'est la réalité en fait. Là, c'est la même chose. On savait que, alors inconsciemment, on a créé quelque chose, mais on savait pas qu'on allait faire ça. On savait pas que la France allait être vraiment derrière nous, que tout le monde allait kiffer l'équipe de France, black, blanc, beurre, et être derrière nous constamment. Après, c'est vrai que pendant 4 ans, on a été très fort, quoi. Et c'est vrai que les gens s'identifiaient à nous. C'est vrai que quand tu allais, je sais pas, en vacances et tu disais que tu étais français, les gens tout de suite te disaient ouais. Tu vois, les gens avaient même mondial, les gens avaient un autre regard quand tu disais que tu venais de la France. À ce point-là. Ah oui. Toi, tu l'as vraiment senti comme ça. Moi, je le sens. Oui, bien sûr. Moi, quand je disais, parce que quand tu pars, je sais pas, aux États-Unis, t'es pas connu. Et quand tu commences à parler, l'accent déjà t'es vite repéré. Et quand tu dis que tu viens de France, les gens, France 98, tu vois. Alors, c'est même pas qui j'étais, hein. Donc, mais, tu vois, la France, c'est un beau pays, c'est beau, tu vois. Et on savait que ça allait s'arrêter un jour. Mais bon, nous, on a surfé aussi sur ça, mais tout le monde a surfé là-dessus, avec nous, quoi. Vous étiez pas naïf comme on a pu laisser. Non. Parce que justement, j'ai relu un peu des articles, des archives, comme on appelle ça. Où justement, on vous disait ils ont été un peu naïfs. De toute façon, c'est des footballeurs. Bon, c'est un peu. Au final, c'est reparti comme avant. C'est exactement ça. Les gens pensaient que qu'on est bêtes, on est naïfs, mais non. Quand tu vois un peu les hommes qu'il y avait en équipe de France. Non. Attention, les mecs étaient assez intelligents quand même. Mais c'est bien de dire ça au grand public, que vous êtes conscient de ce qui se passe. Bien sûr. Même, là, on repense à cette image en 2022, là, avec Macron et Mbappé. Pareil, tout le monde dit c'est honteux, etc. Les footballeurs sont conscients, ils sont pas bêtes, et c'est bien de le dire au grand public. Bien sûr qu'on est conscient. Et pour toi, à partir de 2010, ça marque un énorme recul en arrière. 2010, ça a été une catastrophe. Ouais, c'était une catastrophe déjà pour notre équipe. Ça, c'est clair. Parce que dans cette sélection, j'avais des amis avec qui j'avais joué. Et puis surtout, ça a fait mal, quoi. Ça fait mal pour tout le monde parce que, en fait, c'est l'image qui a été dégradée. Alors, autant en 98, quand tu disais que t'étais français, les gens étaient contents. Autant en 2010, quand tu dis que t'étais français, les gens disaient, mais regardez ce que vous avez fait, c'est honteux, vous avez pas le droit de faire ça, le comportement, il est pas beau. Donc les gens, en fait, c'est normal, hein, les gens, ils suivent un peu ce qui se passe, ils regardent l'actualité. Si t'es bon, ils vont être avec toi, et si t'es pas bon, et en plus si tu fais des choses comme celle-ci, et je parle notamment de la grève, les gens ils vont pas comprendre, tu vois. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Merci à toi, Robert. Merci à toi, Alexis. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci à toi parce que honnêtement, moi qui, je pense que maintenant vous êtes habitués, mais je suis toujours plongé dans la géopolitique du sport. Ça fait du bien d'entendre des sportifs parler de ça et de montrer que déjà le sport est au cœur de notre société, qu'on le veuille ou non, et que les footballeurs, et on le commence ici les footballeurs, mais les sportifs de manière générale, ont leur avis, ne sont pas naïfs, ne sont pas bêtes, on peut le croire. Ouais, c'est un peu l'image que l'on avait, ou peut-être que l'on a encore, je ne sais pas, il faut demander aux gens, mais en tout cas, non, naïf, on ne l'est pas, attention. Ça fait du bien d'avoir des personnes comme toi qui parlent. Voilà. Merci à toi en tout cas, pour le message. C'est gentil. Merci surtout à toi. Je voulais aussi remercier quelques personnes. Merci à Yvan Gasto et Pauline Soulier qui m'ont aidé justement dans l'écriture. Travail d'équipe. Ouais, ils m'ont partagé surtout leur expertise, parce que comme j'ai dit, j'ai pas vécu ces moments et je voulais pas trop dire de conneries avant cette interview. C'est dommage, sinon en 98 t'aurais été sur les champs. Ouais, parce que là, ça, c'est sûr, célébrer la victoire. Un grand merci à la Sports Management School. Alors je suis étudiant là-bas, mais ils me soutiennent énormément. Michael Tapiro, qui est le directeur de la Sports Management School, et surtout David Mignot. Un grand merci, monsieur David Mignot. Et bien sûr, merci à Sports Content, sans qui tout cela sera impossible, sans qui je pourrais pas avoir mon podcast autour de la géopolitique du sport. Merci à Brice Hensel, merci à Gilles Chris Lawson et à Reda de me faire confiance. Et surtout un grand merci à toi, Robert Pires. Merci et à bientôt.